Ça nous fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui à ce séminaire avec Alain Delot qui nous fait l'honneur de passer ici en un de ses cours conférences à Montréal, qui est quand même assez rempli, je dois dire. C'est ça, donc le webinaire d'aujourd'hui va s'intituler la gouvernance ou le management insidieux. La conférence est organisée par la chaire entrepreneuriat, altérité et société de l'UQAM en partenariat avec le Centre de recherche sur les innovations sociales, le CRIS. Donc, pour vous rappeler un petit peu comment ça va fonctionner, on va avoir premièrement une allocution d'Alain qui va nous parler pendant 45, c'est les prochaines 45-60 minutes. Puis après ça, une période de questions pendant une demi-heure. On peut aussi étaler un petit peu après ça. Il y a beaucoup de questions de faire. L'événement va être enregistré et est diffusé en ligne en même temps. J'aimerais bien rappeler aux personnes qui sont en ligne de garder leur micro fermé pendant la présentation pour éviter qu'il y ait un feedback ou que le son ne soit pas très bon. L'événement va être par la suite, l'enregistrement va être publié sur le site web du CRIS par la suite. Donc, on a Alain, bienvenue. Alain est un philosophe, il est gradué de l'université Paris 8, et jusqu'à très récemment directeur du programme au Collège international de philosophie à Paris, jusqu'à il y a quelques années. Il enseigne au campus de Shippagan de l'université de Moncton. Il a publié une quantité phénoménale d'essais ici chez les éditeurs québécois, notamment chez Éco-Société, chez Lux. Il vient d'ailleurs tout juste de publier L'économie de la pensée. Il vient de me dire justement qu'il y a une petite soirée qui est organisée pour le lancement du bouquin demain soir au port de tête à 17h30. Donc, sans plus tarder, je vais te laisser la parole. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est une invitation un peu curieuse que je vais essayer de rendre la plus actuelle possible, dans la mesure où c'est un petit peu comme si on m'invitait à ressasser des vieilles rengaines. Imaginez que vous avez eu des mauvais moments dans votre vie sur un plan conflictuel, puis on vous invite à ressasser toutes ces... Bon, en fait, le mot gouvernance est un mot avec lequel je suis écharpé. Je dirais dès que je suis revenu en Amérique, c'est-à-dire qu'après, c'est même plus un séjour, là, une période d'études en Europe qui a duré longtemps, je suis arrivé ici et mon choc premier quand je suis revenu en Amérique, pour ne pas dire être arrivé en Amérique, c'est de voir tout d'un coup ce mot, gouvernance, être utilisé partout dans le monde associatif, dans le monde culturel, en matière de santé publique, en matière de gestion publique, dans le domaine des entreprises, dans le discours politique le plus courant, ce mot qui, 10 ans auparavant, n'existait pas. Bon, et tout d'un coup, on le voyait partout. Et bon, quand Pierre-Alexandre m'a invité de revenir sur mes anciennes désamours, si je vais dire, je me suis dit que je referais le chemin pour voir un petit peu comment on peut retrouver des prises, mais j'essaierai de l'actualiser en montrant comment font le mot gouvernance et dont j'ai fait l'histoire dans un petit livre qui s'intitule Gouvernance, le management totalitaire, que je n'ai pas amené avec moi. Je n'y ai pas pensé. Comment ce mot-là est en fait l'emblème ou en fait le sème qui coiffe toute une série d'expressions du même type. Bon, ce serait comme l'expression la plus globale dans le sens d'une réduction managériale de la vie politique. Et je pourrais, si j'ai le temps, ouvrir sur deux autres usages qui me semblent faire partie du même corpus, le développement durable et l'éthique des affaires. Il me semble que là, on a quelque chose qui consiste à, en quelque sorte, substituer les termes courants de la vie politique par ceux du management. Bon, et la gouvernance, c'est exactement ça. J'ai été choqué parce que quand je suis arrivé, moi, je veux dire, je m'intéressais dans les premières années, là, quand j'étais ici, je suis revenu en 2005, au rôle des entreprises canadiennes en Afrique, en tant qu'une documentation très, très fournie nous donnait à penser que celui-ci fut préjudiciable.
Je ne parle pas seulement des entreprises minières, mais des entreprises dans le domaine du transport ferroviaire, hein, dans le domaine du génie, hein, liées par exemple à la construction de barrages, dans le domaine de la pharmacologie, ainsi de suite. Il y avait beaucoup à dire, quoi. Bon, et il y avait beaucoup d'éléments comme ça qui surgissaient pour penser le rôle préjudiciable des sociétés canadiennes en Afrique, et notamment dans le secteur minier. Puis on avait à l'époque ici, à l'UQAM même, donc nous sommes, une professeure qui avait pour champ de recherche cette question-là et qui organisait de temps à autre des journées, des colloques et qui faisait partie de tables de concertation plus ou moins organisées par le pouvoir politique à Ottawa, dans lequel il avait un rôle à jouer avec des ONG. Et lorsqu'il s'agissait de critiquer des situations graves, ma foi, je dis, de pollution massive, d'atteinte à la santé publique, de corruption, de trafic d'armes, de collusion avec des seigneurs de guerre, de soutien à des dictatures, avec, je veux dire, pour conséquence, des morts, des expropriations, de la violence, du sang, du désespoir. J'entendais cette professeure dire « il y a des problèmes de malgouvernance ». Et je me disais « qu'est-ce que c'est que ce mot? Qu'est-ce qu'il recouvre? » Et il faudrait une meilleure gouvernance, plus de gouvernance. Et là, je me suis dit « non, non, j'ai tout de suite trouvé ça suspect. » Et ça, c'est propre à la philosophie de s'arrêter sur des termes quand ils provoquent un malaise. Et là, je me suis dit, ce mot-là, il ne permet pas de penser, c'est clair, parce que dès lors qu'on nous le sert, il nous neutralise, il nous fige, et il nous déroute. Et surtout, j'en suis venu à dire dans mon travail, il nous anesthésie. Il nous anesthésie. Et d'ailleurs, j'étais très étonné de voir que très souvent dans la salle, il y avait des commentaires, parfois un peu chargés, et puis, pour ne pas dire frustrés, mais dans le bon sens du terme, qui étaient plus clairs, plus structurés et plus denses, plus substantiels que ce que pouvaient proposer sur les panels les experts en gouvernance. Et donc, dans un premier temps, j'ai commencé à regarder ce mot-là. Et je me suis dit, pourquoi est-il aussi, au fond, aussi plat? Ben, d'abord, il n'a pas de mémoire. Il n'a pas de mémoire. C'est un terme qui, en fait, est tombé en désuétude dans la langue française à partir du Moyen Âge. Bon, à l'époque, on parlait de la gouvernance, c'était un peu lié aux bonnes mœurs. Bien se gouverner, la gouvernance, c'était bien se tenir socialement, puis savoir un petit peu comment se comporter. Puis il y avait des vieilles phrases en vieux français qu'on trouvait « Oh, que la malgouvernance mène à puante fin ». Voilà, je trouvais des phrases comme ça. Bon, c'était un peu lié aux mœurs, quoi. Bon. Et puis, il n'y avait plus rien. Jusqu'à ce que les théories du management récupèrent le mot. Vous savez que dans ce monde, dans des théories de la gestion, ce que je peux dire ici, et plus largement les sciences économiques, on se gargarise beaucoup de mots. On aime, quelque sorte de donner un lustre à des choses, ma foi, assez triviales, quoi. Et la gouvernance, ça a été une façon, bon, je vais y revenir, au fond, d'intituler tout un champ de recherche dans les théories de l'organisation privée. Mais il est intéressant pour nous, ce mot de gouvernance, qu'on a finalement acquis de l'anglais, qui eux-mêmes se permettaient un francisme. Aujourd'hui, par ces détours-là qu'on retrouve notre vieille langue. Parce que déjà, c'est un participe présent substantivé, la gouvernance. Vous voyez le participe présent, on est gouvernant, ça vient du verbe gouverner, et c'est la gouvernance, c'est-à-dire le fait d'être gouvernance sur un mode nominal, quoi. On nomme le participe présent. Bon. Et on a fini par utiliser ce terme-là pour désigner tout. La gouvernance des institutions culturelles, la gouvernance de l'eau, la gouvernance municipale, il y a des problèmes de gouvernance, la gouvernance à l'université, la gouvernance politique. Ça, mais il y avait même à l'époque, je me souviens, c'était presque un oxymore, Pauline Marois qui avait parlé de la gouvernance souverainiste.
Bon, et tout était bon. Et je me dis, mais c'est quand même quelque chose, parce que ce terme-là est, dans sa forme même, un facteur d'engourdissement pour l'esprit, parce que quand on y pense, le participe présent est le temps le plus faible en français. C'est un temps extatique, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, il ne se passe rien, c'est un état. Hein, on est gouvernant, hein, ça gouverne. Et on se dit, bon, on n'est pas contre, bon, pas qu'on se va, mais on ne sait pas trop ce que ça dit. Bon, et c'est comme la politique sous l'effet des drogues, quoi. Ça plane. Ça a toujours gouverné, ça gouvernera toujours, c'est la gouvernance. Et il y a beaucoup de mots comme ça qui nous sont servis sur le mode du participe présent substantivé. Alors, moi, je veux dire, je suis un petit peu le tout dernier à avoir goûté au dernier moment de la vieille gauche politique des 68 heures, parce que c'était mes profs à Paris. Parlait de militantisme, quoi. C'est pas la militance. La militance, ça milite. Hein? L'immigration, on va dire la migrance. J'ai déjà entendu la survivance. Non, mais je veux dire, imaginez plutôt que de dire la promenade, on disait la marchance. Mais on voit bien qu'avec des termes comme ça, on surélève, on rend hors sol les références, puis on les inscrit dans un champ de la pensée qui ne permet pas l'action, l'analyse, le découpage, la rupture. Regardez la table des matières, des mots et des choses de Michel Foucault. Vous avez des verbes à l'infinitif. Interpréter, calculer, je ne sais plus, là, il y a des verbes comme ça. Pourquoi? Parce que le verbe à l'infinitif, il marque une action, un temps, un moment historique. Mais le ans, lui, il nous absorbe complètement dans quelque chose. Bon, il y a déjà ce problème-là du rance-ans. Bon, c'est quelque chose comme ça qui est. Donc, déjà, cela me rendait la notion fort plus sympathique. D'autre part, elle me semblait suspecte parce que je n'étais pas capable de repérer quiconque pouvant en revendiquer la maternité ou la paternité. C'était pas Albert Camus, c'était pas, je sais pas, quelqu'un, un Américain, bon, je sais pas, quelqu'un qui aurait dit ça, puis qui aurait pondu, je sais pas, une théorie ou un groupe de recherche ou je ne sais, une école. Non, c'est apparu un peu de nulle part. Bon, si je voulais remonter à tout prix, puis je vais le faire, je peux te dire d'où ça vient. Mais comme ça, là, le fait que ça fasse. En fait, c'est subventionné. Non, mais c'est ça. Si vous êtes universitaire et vous voulez une subvention dans les années 2000, là, 2010, mais si vous voulez une subvention, vous mettez gouvernance partout, vous allez avoir de l'argent. Si vous mettez marxiste italien partout, vous n'en aurez pas. Bon. Non, mais c'est ça. C'est exactement un subventionné, pas seulement pour les universitaires, mais aussi pour les ONG, pour les syndicats. Hein, pour tous les groupes imaginables et inimaginables. Et ce terme-là s'est mis à apparaître dans les ministères, dans les discours officiels, dans le milieu communautaire. Bon. Et je trouvais ça étrange. C'est un terme qui n'a pas de mémoire, donc qui nous prive d'une mémoire historique. Si vous dites le mot démocratie, le mot citoyenneté, si vous dites l'expression service public, c'est même république, on peut se discuter après parce que c'est des termes qui sont toujours récupérés, mais on peut au moins en appeler une mémoire. Mais quelle est la mémoire de la gouvernance? Hein, c'est le mode tripeux de la politique, là, ça. Bon. Et puis, je vais commencer à voir qu'on l'utilisait vraiment pour tout et son contraire, par toutes les sauces, et que ça devenait finalement un terme passe-partout. Et c'est le contraire du concept, finalement, parce que plutôt que d'assurer la précision, l'exactitude, la rigueur, puis aussi plutôt que d'être stimulant, hein, ce qu'on demande à un concept, au contraire, il recouvrait ce qu'on désignait auparavant par peut-être 25 mots. Hein? Très souvent, les gens me disaient, OK, vous n'aimez pas ce mot-là, gouvernance, bon, c'est un peu nous chaud, qu'est-ce qu'on devrait dire à la place? Mais là, je dis, mais il y a 25 mots qu'on peut dire à la place, ça dépend des circonstances, ça en dit long sur la pauvreté du terme. Ah, ça peut être organigramme, ça peut être consultation publique, ça peut être plan d'affaires, ça peut être mode de gestion, ça peut être direction, ça peut être les politiques, hein, c'est les politiques qu'on se donne, ça peut être la politique, hein, ça peut être
le conseil d'administration. Hein, ça peut être aussi toute la théorie qui concerne les relations de pouvoir au sein d'une entreprise, entre actionnaires, cadre intermédiaire, cadre supérieur, actionnaire, dirigeant, client, fournisseur, ça peut être ça la gouvernance. La gouvernance, ça peut être simplement des structures dans l'administration publique. Hein. Ça peut être aussi les règles pour administrer une filière d'activité. Est-ce que j'en oublie? C'est une sorte de sociologie du pouvoir aussi, la gouvernance, c'est que les gens peuvent peser sur les décisions par toutes sortes de mécanismes, les pétitions, ainsi de suite. Bon, mais en fait, ce mot-là, il finissait par tellement vouloir tout dire qu'il ne signifiait rien de précis et il faisait qu'on glissait sur les enjeux. Et au fond, c'est même pas un terme idéologique, parce qu'un terme idéologique, encore, il finit par un « isme », vous pouvez le contester, vous pouvez l'analyser, il veut dire quelque chose, il a des prétentions. La gouvernance n'a aucune prétention. Elle engourdit. C'est tout. Elle rend idiot. Je ne sais pas comment le dire autrement. Hein? Et un jour, j'avais participé à un colloque, enfin, je pense que c'était un salon du livre, c'est très intéressant. Il y avait quelqu'un qui était méritant, qui avait travaillé sur toute la filière de l'eau, bon, et qui s'intéressait à l'eau. Hein. Puis son livre, c'était quelque chose en gouvernance de l'eau. La gouvernance, on ne sait pas ce que c'est. Si on dit la privatisation de l'eau, on sait ce que ça veut dire. Si on veut dire la nationalisation de l'eau, on sait ce que ça veut dire. Si on dit l'eau commun, un commun, c'est bon, OK, c'est un commun. Bon, si on dit la réingénierie de l'eau, là, ça commence à sentir le souffle. Bon, on va commencer à aller voir ce qu'on veut dire, mais on veut dire que la gouvernance de l'eau, ça veut dire on glisse. OK, ça gouverne l'eau. C'est pas contre, c'est pas pour. Bon, et donc, c'est un mot sur lequel on est appelé à glisser. Maintenant, ce n'est pas un mot patent. Si on en fait l'histoire, je suis intéressé à sa genèse. C'est un terme qui est apparu au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, quand, à la faveur des Trente Glorieuses, sont apparues en très grand nombre les premières multinationales. Jusqu'alors, on avait eu deux moments dans la création des multinationales. D'abord, ça date de très longtemps. On peut dire que les banques, les premières multinationales, existaient en plusieurs législations à la fois. Hein, les Médicis, tout ça, bon. Ensuite, au début du 20e siècle, c'est l'industrie pétrolière qui a créé un vaste cartel mondial dans l'ex-empire ottoman. Je suis de ceux qui ont écrit là-dessus dans De quoi Total est-elle la somme, mais il y a d'autres très bons livres, là, vraiment très pointus. Et ça, c'était dans l'entre-deux-guerres que s'est développé ces premières multinationales-là. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, le pétrole était abondant. Et s'il n'y avait pas eu des multinationales pour contrôler le gisement, il y aurait vraiment eu du libéralisme. Donc, on aurait eu des coopératives, des PME, des petites entreprises d'État, des petites entreprises privées qui auraient chacun géré un puits et qui n'auraient pas été capables de faire comme si c'était une denrée rare dont on peut fixer le cours. Et en fait, la multinationalisation des sociétés pétrolières était à la condition de possibilité d'une fixation des cours pour gonfler artificiellement les prix pour faire beaucoup d'argent sur une denrée qui n'avait pas été vendue cher. Ouais, ce qui a fait aussi que les États ont complètement perdu le contrôle quand est venu le temps de mettre la main sur le robinet pour le fermer quelque peu. Bon. Donc, les multinationales se sont développées après la Deuxième Guerre mondiale à la manière d'un modèle. C'est-à-dire que les sociétés pétrolières ont servi de modèle pour, d'autres entreprises dans d'autres filières. Et d'ailleurs, la Deuxième Guerre mondiale elle-même y a contribué parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qu'on a fait à l'échelle stratégique militaire, notamment aux États-Unis, c'est qu'on a développé des savoir-faire à l'échelle mondiale. Là, tout d'un coup, il fallait nourrir des GIs qui étaient partout. Il fallait déployer des zones, enfin, des points d'opération partout, dans tous les domaines, et ça a donné une sorte de savoir-faire qui a été le fondement de la mondialisation. Et vous nourrissez des GIs partout sur la planète parce qu'ils sont au Pacifique, ils sont en Afrique, ils sont en Europe, ils sont partout en Amérique encore. Hein? Et bien, ça donne les conditions de possibilité de McDonald's. Vous avez là, je veux dire, un appareillage, je veux dire, technique, hein, infrastructurel, qui est un modèle. Bon.
Ensuite, donc, ce que vous avez, c'est des multinationales qui se développent. Et là, les multinationales, elles deviennent un peu étranges à gérer parce que c'est plus la petite entreprise familiale. Hein, comme on avait ici à Maisonneuve, qui était la Pittsburgh du Canada pendant un certain temps. Bon, et là, vous avez des entreprises qui sont dans plusieurs pays à la fois, qui ont des actionnaires qui ne se connaissent pas entre eux, qui vendent des actions à la bourse dans plusieurs pays, qui ont des clients, des fournisseurs. Bon, et là, on a développé dans les écoles de gestion, notamment, une théorie pour penser le pouvoir à l'intérieur des multinationales. On a appelé ça la governance. Bon, c'était une sorte de pendant à l'entreprise de la Constitution pour un pays. Un pays, une Constitution qui régule un petit peu le fonctionnement des pouvoirs, ainsi de suite, qui dit un peu qui peut faire quoi, où sont les limites, ainsi de suite. La governance, c'est un petit peu ça. Qu'est-ce que font les administrateurs par rapport au cadre supérieur, même par rapport au cadre intermédiaire, comment on considère toutes sortes de, je reprends le langage, là, toutes sortes de parties prenantes, ainsi de suite, toutes sortes de, bon, comment on pense le pouvoir. Quand Kodak, quand ExxonMobil, quand Coca-Cola, quand on commence à être partout, quand Marlboro commence à être partout, ben là, il faut commencer à penser comment on gère ces grandes structures multinationales-là, filiale par filiale, ainsi de suite. Bon. Bon. Et c'est là où on s'est attribué le terme de governance pour ça. Si c'en était arrêté là, moi, j'en ferais pas grand cas. Bon, c'est pas que ça ne m'est pas sympathique, mais je m'en fous un peu qu'on appelle ça governance si on veut gérer l'entreprise multinationale. Le problème pour moi, c'est que les multinationales existent. Ensuite, qu'elles soient gérées en disant que c'est de la governance, je m'en moque pas mal. Le problème, c'est quand Margaret Thatcher et Ronald Reagan, ben, c'est pas eux, mais c'est tous ceux dont ils étaient le symptôme ou le nom, et le grand et illustre, sublime Brian Mulroney, bon, et qui encore, dans ces années-là, on dit, ben, l'idée est excellente, on va l'appliquer à l'État lui-même. Donc, on a inversé le rapport métaphorique. La gouvernance n'était plus, au fond, le pendant entrepreneurial à l'échelle mondiale de la constitution d'un État, mais l'État, au fond, voyait en la gouvernance une sorte de modèle général pour l'administration publique. Puis là, on s'est mis à dire, ben oui, au fond, l'État existe pour l'entreprise. Il n'y a pas d'alternative. C'est juste ça, vous devez juste penser comme ça. Bon, l'État existe pour l'entreprise, et si l'entreprise est le modèle d'excellence, ben, l'État a tout intérêt à s'y conformer lui-même dans son fonctionnement. Donc là, on s'est mis à élaborer au sein de l'appareil d'État des modalités de contrôle et de surveillance autour de l'exercice du pouvoir, de reddition de comptes qu'on observait, qu'on avait développé dans l'entreprise. Donc, on s'est mis à développer des processus, des cibles, vous voyez ce que je veux dire, puis des politiques de transformation. Puis là, on a commencé à intégrer le langage managérial à l'État et aux institutions publiques, l'hôpital, le musée, la société de transport en commun. Et là, on a commencé à utiliser tous les termes de l'entreprise pour penser la vie publique. Et bon, c'est un philosophe qui parle, c'est pas président, mais c'est très grave. C'est très grave parce que l'État a perdu sa langue. Et on l'a vu dans le devenir aphasique des mouvements sociodémocrates et, disons, socialistes à l'occidental. Le Parti socialiste en France, le Parti social-démocrate en Allemagne, le Parti socialiste en Espagne, le nouveau Parti démocratique ici. Bon, on perdu une langue. Ils ne savaient plus parler la langue qui était avant la langue qui s'imprégnait du vocabulaire propre à l'État. L'État a cessé d'avoir sa langue. Il s'est mis à parler la langue de l'entreprise. Mais ce qui est évidemment fou, parce que l'État n'a pas la même visée, n'a pas la même mission, n'a pas les mêmes prérogatives non plus. Mais on a commencé à dire, ben voilà, il a des clients. Quand vous prenez l'autobus, vous êtes un client. Quand vous allez à la bibliothèque, vous allez à la grande bibliothèque, là, qui est quand même la gardienne de la langue française. Ici, on nous accueille avec une faute de français de type gouvernance. On dit, chers clients, c'est numéro de client. On n'est pas un client quand on va à la Bibliothèque nationale, même si ça s'appelle la banque. On n'est pas un client parce que c'est un service public. On est client en français quand on est engagé dans un rapport commercial, quand il y a de l'argent en jeu, quand il y a une transaction, un contrat. Là, il peut y avoir un contrat sur la base des termes là, de l'inscription, mais on est les lectrices, des lecteurs, le public.
Tous ces termes ont disparu. On est des clients. Puis c'est rendu que même dans l'entreprise, on est des clients. Hein, là, à l'université, par exemple, ben, le service qui est responsable de l'audiovisuel. Là, on téléphone, puis on dit, ben, il va y avoir une conférence ce soir, on a besoin d'un micro. Très bien, je vais vous le facturer. Là, vous êtes mon client. Puis là, vous allez prendre des fonds dans votre petit budget, vous allez nous louer notre micro, ça appartient à de l'argent qui se... On est devenu complètement fou. On s'achète et on se vend entre nous parce que le langage nous amène à faire ça. Ça aurait été impensable en 1960 de commencer à se facturer des micros à l'intérieur d'une même structure. Alors, moi, j'organise dans mon université là, en Acadie un programme estival d'études et je n'arrive pas à convaincre mon administration de me laisser utiliser des résidences qui sont vides pour accueillir des gens. Il faut qu'ils me facturent, c'est comme pulsionnel. Là. Bon, donc c'est lié à la gouvernance. C'est qu'on administre une entité publique comme si elle était privée. Et là, on a eu, par exemple, la Société des Postes, qui n'a pas été privatisée, ou qui l'a été en partie, mais qui a fonctionné comme une entreprise. La même chose en France. En France, la Poste doit générer des profits. C'est une société d'État, mais qui fonctionne comme une entreprise. Et elle doit générer des profits pour l'État en enseignant une clientèle qui sont les citoyens qui profitent des services publics de l'État. Vous voyez comme ça devient fou. Plutôt que d'avoir un service public qui s'appelle la Poste, qui est avantageux, qui suppose peut-être une contribution, mais enfin qui est là pour servir la population. On veut la rendre rentable pour que ça fasse des rentrées dans les coffres publics pour que l'État puisse aider les citoyens dans le cadre de services publics, alors que c'en est déjà un. En fait, vous voyez, folie, quoi. Bon, donc, on entre dans une sorte dans une sorte de travestissement, une sorte de travestissement qui fait qu'on perd le langage de ce qu'est le service public et l'État. Et très souvent, d'ailleurs, je comprends, moi, la population qui ne suit pas trop ça, puis qui n'est pas trop informée, de même plus savoir qu'est-ce qui différencie l'État ou une entreprise. Moi, je voudrais que des sociologues s'attaquent à ça, là, puis parlent à des gens, là, puis juste voir si les gens distinguent, mettons, Québécois et le gouvernement du Québec. Mais je ne suis pas sûr que ce soit si clair. De toute façon, les logos sont toujours mélangés. Depuis les PPP, les partenariats publics-privés, c'était vraiment une sorte de symbiose qui faisait qu'au fond, le gouvernement, c'est comme une entreprise, il offre des services, on cotise. Bon, il y a un petit pouvoir contraignant qu'ont pas nécessairement les autres entreprises, quoique les autres entreprises savent nous contraindre autrement. Mais il y a un petit pouvoir contraignant, puis on paye, puis là, on veut des services en retour, puis voilà, on se trouve qu'on paye trop cher, là, on passe au privé, et on a rendu en fait compatible l'État à l'entreprise, quoi, et pas l'inverse. Bon. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, perdre son vocabulaire? C'est se retrouver confronté à des glissements sémantiques qui ne nous permettent plus de penser. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de politique, il y a la gouvernance. Le politique est même devenu péjoratif. C'est sale. C'est l'affaire des carriéristes pas de gamme là, qui essaient qui ont des problèmes narcissiques. Puis moi, je ne sais pas, c'est ça un peu la politique dans l'esprit. C'est bon. Il n'y a plus de citoyens, il n'y a plus de citoyennes. C'est un mot qui est complètement vide. Il y a des parties prenantes. On est partie prenante. C'est ça qu'on est. On essaie d'être une partie prenante dans un processus qui n'a plus rien de civique ou de citoyen, de public. C'est une partie prenante dans des rapports qui relèvent en fait de partenariat. Et au fond, la société, c'est une addition de partenariat. C'est une addition de partenariat. Et donc, on essaie d'être un partenaire pertinent dans un rapport avec des entités diverses. Il n'y a plus de volonté collective. La souveraineté du peuple, cette idée de la volonté populaire, des projets de société, il n'y a plus ça. Aujourd'hui, on est des porteurs d'intérêts particuliers, puis on est juste un lobbyiste de soi-même. C'est la Facebookisation de la politique. Là. On est juste une agence de relations publiques de soi-même avec ses petits intérêts. Et à la rigueur, on peut s'agglomérer d'une manière circonstancielle sur une question ou une autre, mais il n'y a plus d'enjeu commun. Bon. J'ai parlé des clients, là, ça c'est très important. Il n'y a plus de souveraineté, de désir. Il y a l'acceptabilité sociale.
Ça, c'est une perte énorme. D'être passé, tu sais, au plan de la volonté, du désir, la revendication, au registre de l'acceptabilité sociale. Ça veut dire qu'il y en a d'autres qui se chargent d'imaginer un monde, puis on nous dit, vous l'acceptez ou vous l'acceptez? Bon, et puis on l'accepte. Bon. L'écologie politique est devenue le développement durable. Les humanités sont devenues l'économie du savoir. Les lois, les règlements, les politiques publiques, les cadres comme ça sont devenus la responsabilité sociale des entreprises. Hein, c'est-à-dire que là, c'est les entreprises qui décident de la façon dont elles sont responsables parce qu'elles sont responsables, puis ça relève d'elles. Et on voit que le pouvoir passe aux mains de l'entreprise dans un discours comme ça. Bon. Et moi, quand j'ai fait mon bouquin, donc, Gouvernance et management totalitaire, ce que j'ai voulu faire, en fait, c'est confronter cette théorie-là, qui n'en est pas vraiment une, cette idéologie-là, qui n'en est pas vraiment une, c'est plus une sorte de bouillabaisse destinée à nous étourdir, au discours traditionnel de la pensée politique, c'est-à-dire au fameux traité historique qui tente de nous expliquer le fondement de l'État. Hein, Machiavel, Hobbes, Spinoza, Hume, Rousseau, ainsi de suite, là, même jusqu'à Carl Schmitt, des gens très, très différents. Là. Mais j'avais ça en tête, j'essayais de voir avec ce vocabulaire-là, qu'est-ce que nous dit la théorie de la gouvernance? Alors, ce que je suis allé faire, je suis allé lire des espèces d'organones, des textes qui se voulaient un petit peu plus fondamentaux. Ouais, bon. Et puis des colloques, ainsi de suite. Et c'était très drôle, les colloques, parce que mon bouquin se finit là-dessus, parce qu'à un moment donné, j'ai lu des actes naïfs d'un colloque, je ne sais pas si on peut dire comme ça. Ce que j'appelle les actes naïfs, c'est quand on reproduit vraiment tel quel tout ce qui s'est dit. Ce n'est pas les auteurs qui retravaillent leur texte après leur colloque, c'est des retranscriptions là, littérales. Ça fait un truc épais comme ça, hein, c'est très pratique si vous avez non, mais j'ai commencé à lire ça. Et là, à la fin, c'était, je pense, un juriste qui s'appelait Jacques. C'était au début de la gouvernance. C'est quand on commençait à obtenir des subventions en utilisant le mot. Là. Bon, et là, vous avez tous. Ça porte le colloque porte sur la gouvernance, de sociologues, juristes, économistes, politistes et qui encore, qui utilisent le mot pour. Mais c'est tout nouveau en France qu'on le fasse. Et à la conclusion, je pense que ça s'appelait Jacques Caillos, le rapporteur, disait qu'est-ce qu'on s'est ennuyé de notre vocabulaire habituel. Hein? C'est vrai qu'on ne se comprenait pas. Hein? C'est ça qu'il écrit. On ne se comprenait pas. Dire, ce mot-là, on avait un vocabulaire tellement riche, tellement varié, tellement spécifique, puis là, on s'est perdu dans une sorte de bouillabaisse. Mais continuons. Et à force de l'utiliser, ce mot-là aura une signification. C'est ça qui est fini par dire, parce qu'il est rentable. Ah, et puis, bon, moi, on est à la limite de parler de corruption. Rendu là, j'ai inscrit ce genre de complaisance à ce chapitre. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu revenir à l'idée qu'un mot est plus fort que nous. Un mot, lorsque nous partisons avec lui, nous entraîne dans sa direction, nous rend captifs de ses prémices. Il est plus fort que nous. Il nous enchaîne, il nous tire, il nous aspire, il nous projette. Et aussi, il nous rend aveugles, parce qu'un mot a des angles morts. C'est une façon de censurer que d'utiliser un mot comme celui-là. Hein, il y a la censure bête et méchante de Goebbels, là, de la grosse censure crasse, là, bon, ou de Barry Gold. Bon. Et puis, il y a la censure, sinon, plus fine, hein, qui consiste à faire utiliser un mot qui va nous rendre aveugles sur certaines choses. Dès que vous dites gouvernance, vous oubliez le service public. Vous oubliez la politique. Vous êtes dans une gestion des choses. Vous entrez dans le registre de la gestion. Et donc, je partais de ce principe voulant que nous ne disposons pas des mots. Les mots ne sont pas des éléments dans un coffre à outils. Nous n'en disposons pas, ils disposent de nous. Et lorsqu'on pactise avec un mot, c'est lui le plus fort. C'est lui qui gagne, c'est lui qui nous emporte et qui nous enchaîne. Et la seule liberté qu'on a, c'est pas d'essayer de ruser avec le langage, de dire oui, au CRSA, j'ai écrit ça, mais j'en pense pas un mot, mais vous allez voir quand je vais avoir l'argent de quel bois je me chauffe, accrochez-vous. Dans ce jour-là, on le voit rarement venir. Bon, là, non, c'est pas ça. C'est que les mots, dès qu'on pactise avec lui, ils nous ont. Et la seule liberté qu'on a, c'est de choisir les mots avec lesquels on pactise. Bon, et même chose avec les milieux. Je veux dire, vous ne deviendrez pas athée dans une confrérie religieuse, puis vous ne deviendrez pas prude dans un bordel, puis vous ne deviendrez pas pacifiste dans l'armée.
Hein, les milieux nous affectent. Bon, et donc, quand on choisit un milieu, un vocabulaire, un corpus, ben, on est saisi par lui. On peut résister, bien sûr, on a une part de liberté, mais vous voyez que le rapport est très puissant. Et donc, ce qui m'a intéressé, c'est de révéler, au mieux connaissance, les prémices qu'engageait le mot gouvernance. Hein, des prémices évidemment implicites. Qu'est-ce que ça veut dire utiliser ce mot-là? J'en ai produit, je pense, 60. C'est 60 prémices, c'est mitraillé, là, si vous voulez, c'est pas un texte structuré. Je méprisais tellement ce mot-là que je voulais pas lui donner, en quelque sorte, lui conférer une sorte d'importance et me mettre dans une sorte de duel un peu comme ça, digne et aristocrate, là, essayer de... Non, non, je voulais le fouler aux pieds et lui régler son compte à coup d'aphorismes presque, de fragments. Là. Bon, donc, c'est très carré comme ça. Bon, on perd un petit peu sur les nuances, mais bon, ça, c'est un terme qui est trop nuancé. Il y a juste ça de la nuance. C'est un excès. Et je ne vais pas ici vous débiter les 60 prémices, mais je peux déjà en citer 5 qui me semblent importantes. La première, c'est que la prémisse du mot gouvernance, quand on a lu les traités, là, des théories plus fondamentales à la fin des années 90, début des années 2000, il y en avait, là, hein, ou des think tanks sur la gouvernance. Il y en avait un à Ottawa, l'Institute on Global Governance, je pense, qui expliquait aux États du Sud que désormais, ils étaient responsables de leur bonne gouvernance, que c'était plus le FMI et la Banque mondiale qui étaient responsables de leur appauvrissement avec des conseils bidons que jamais les États-Unis d'Amérique auraient voulu appliquer pour eux-mêmes. Hein, mais qu'on imposait à des pays qu'on endettait de manière chronique et structurelle. Donc, oui, c'est ça. À l'époque, donc, cette ONG-là conseillait les États hein, pour qu'ils deviennent responsables de leur sort. Et donc, pratiquer la bonne gouvernance, c'était quoi? C'était savoir attirer les entreprises, savoir avoir un cadre qui est favorable à l'investissement, bon, ainsi de suite, à la monoculture. Mais donc, j'ai lu tout ça et je me suis dit, bon, j'ai tiré comme ça un certain nombre de conclusions. La première, c'est que dans les théories de la gouvernance, très souvent, on le lit soit entre les lignes, soit très clairement, il y avait Gilles Paquet, de l'Université d'Ottawa, je me souviens maintenant. L'État est à peu près réductible à une sorte de caste défendant des intérêts particuliers. Bon, on peut le critiquer, ça, c'est pas nécessairement faux, mais c'est comme si l'État était réduit à parfois ce qu'on observe malheureusement. Et plutôt que de le regretter puis de travailler la contre quand ça s'observe, on finissait par le définir comme ça. Et j'entendais beaucoup, moi, le philosophe américain Thomas Paine, qui a beaucoup pensé l'État avant la Révolution américaine, qui disait, en gros, l'État, c'était à l'époque du no taxation without representation. C'était vraiment l'idée à l'époque que la colonie venait tout prendre, elle décidait de tout depuis l'extérieur, puis elle ne laissait pas les gens un peu maîtres de leur destinée. Hein? Et donc, Thomas Paine avait ce rapport très, très critique envers l'État colonial, un État qui était un extérieur, qui finissait par régir depuis Londres hein, la vie des sociétés états-uniennes, enfin, avant la lettre. Hein? Et donc, c'est comme si on en était resté là. Un peu comme une fixation dans l'évolution de l'enfant, qui reste à sa crise d'adolescence toute sa vie. Hein. C'est-à-dire que la conception de l'État reste dans les théories de la gouvernance, un peu celle de Thomas Paine, c'est-à-dire un pouvoir extérieur qu'il faut encadrer. Hein. C'est un peu paranoïaque, là, qui n'est que ça. Il n'est pas la représentation je veux dire, théorique, imparfaite et infiniment perfectible d'une volonté populaire ou d'un bien commun ou de règles de vie en société. Non, non, c'est juste un pouvoir spécifique qu'il faut cerner et qu'il faut savoir encadrer. Et donc, il a le même statut que tous les autres pouvoirs de ce qu'on va finir par appeler la société civile. Et la société civile va devenir le référent. Il va y avoir l'État, les entreprises, les médias, tout ce qu'on va appeler aussi en France les corps intermédiaires, là, les associations, je sais pas si vous dites, les syndicats, les ordres professionnels, ainsi de suite. Tout ça, c'est hein, des comités de jeunes, des associations de défense des peuples autochtones. Là, on rentre dans le sociétal aussi. Bon, et là, tout ça se vaut. Et là, la gouvernance, qu'est-ce que c'est? C'est mettre autour d'une table tous ces gens-là à la condition qu'il y ait un projet. Et là, c'est dit explicitement dans beaucoup de ces théories-là, à la condition d'avoir un projet. Et le projet, il est explicitement industriel.
hein, ou en tous les cas, il est de l'ordre d'une construction. Exploiter une mine, harnacher une rivière, construire une usine. C'est ça, c'est la gouvernance. Et la gouvernance, c'est qu'on met tout le monde. L'État est là pour s'assurer que la salle est chauffée, que tout le monde ait un peu d'eau, hein, mais c'est tout. C'est que tout le monde discute sur un pied d'égalité. Et vous avez eu ça, on s'en rappelle peut-être, les plus vieux, ceux qui ont comme moi, hein, que ça a commencé ici au Québec avec Lucien Bouchard, quand il est devenu premier ministre. Il organisait comme ça des grands forums. Là, il y avait tout le monde autour de la table. Là, on aimait bien ça. Ça, c'était la gouvernance. C'est que là, il y a un problème, puis tout le monde est égal. Mais en fait, personne n'est égal. Puis ça, c'est le troisième critère, là, c'est il est dit explicitement dans les théories de la gouvernance qu'il y a inégalité. Et là, c'est un petit peu dit, là, un peu dur sur le mode de la fin de la récréation. Là, OK, c'est fini ces affaires d'égalité-là. Là, tu sais, Hobbes, Hume, tout ça, Rousseau. Ah! Non, on veut dire, vous savez bien, dans le monde, ah, c'est inégal. Bon, hein, le but maintenant, c'est de penser des collaborations, puis on va confier des grandes, grandes choses à ceux qui sont puissants, et des petites choses à ceux qui sont faibles. Et chacun aura sa part de responsabilité, sa part de... C'est ça la gouvernance, c'est qu'on met les groupes, les petits, et les moyens, puis ensemble. Puis là, on crée quoi? On crée du consensus. Ce mot-là est fondamental. On crée du consensus. Et c'est pour ça que dans ces forums-là, on a toujours contraint les militants, les associations, de faire des espèces de coming out capitalistes. Hein? Si Greenpeace veut siéger à la table, il va quand même falloir que Greenpeace dise ben, les mines, c'est pas toujours mauvais. Bon. Et là, on va parler le même langage. Le consensus va rentrer aussi au vocabulaire. Là, on va parler de la même manière. C'est pour ça que vous allez avoir ensuite des universitaires militantes qui travaillent sur l'industrie minière canadienne en Afrique qui vont dire qu'il y a des problèmes de malgouvernance parce qu'il faut parler le même langage. Il faut parler un langage qui est managérial. Bon, et là, vous rentrez dans une sorte d'aphasie, d'aliénation, hein, où les plus forts dominent les plus faibles. Et ceux qui ne collaborent pas sont responsables de leur exclusion. Et le plus dur là-dessus, c'est Gilles Paquet dans Gouvernance collaborative chez Libert, là, un livre. C'est ça, c'est un moment d'anthologie dans mes lectures, tellement c'était abject. Là, je l'ai dit, à un moment donné, il y avait presque l'idée de camp de rééducation pour ceux qui n'acceptent pas la bonne gouvernance. Donc, c'était limite ça. Là. Je veux dire, en gros, ceux qui ne collaborent pas ont des problèmes psychologiques, puis tant pis pour eux. Puis il faut que vous soyez à la même table, que vous parliez le langage de l'extrême centre, en fait, le seul langage qui vaille, celui du management. Hein? Et puis voilà, mettez de l'eau dans votre bain, puis on va exploiter effectivement les sables bitumineux, mais on va réserver 10 de la terre là-bas pour telle communauté, puis on s'engage à embaucher 5 d'homosexuels, puis on va s'assurer que les jeunes aient des bourses d'études, puis on va faire de la gouvernance, puis on va gérer, on va administrer le projet, quoi. J'ai plus trop tout en mémoire, je suis un peu replongé là-dedans, sachant que je vous rencontrais, mais je vous avoue que ce n'est pas des bons souvenirs bon, d'avoir mis le nez là-dedans, mais dans le bouquin, ce qui m'intéresse, c'est de voir en fait tout ce qui est sous-jacent avec des textes à l'appui, et comment, au fond, le fin mot de l'affaire, c'est de nous plonger dans un vocabulaire, des logiques, une culture du management. Et après, moi, j'ai fait la médiocratie un peu dans la foulée. C'était ça l'idée. Hein, c'est de montrer comment socialement il y a des répercussions après, puis dans des institutions comme l'université ou les institutions culturelles et tout. Et là, j'ai eu toutes sortes d'informateurs. Je vous assure, en écrivant ces deux livres-là, je vous dirais que la correspondance que j'ai reçue est plus intéressante que les livres, ce que j'ai prétendu faire dans les livres. Je regrette de ne pas avoir eu la discipline de colliger tout ce qu'on m'a envoyé. C'est incroyable tous les témoignages que j'ai eus. Bon, j'ai quelqu'un, une connaissance, qui m'envoie régulièrement les intitulés de postes dans le cadre des offres d'emploi au gouvernement du Québec. Puis à un moment donné, il cherchait quoi? Il cherchait un architecte. Non, comment c'était quoi? Un architecte en gouvernance d'entreprise ministérielle. Parce qu'on ne dit plus un ministère, ça fait trop public, c'est une entreprise ministérielle. Hein? Le type avant, là, qui dirigeait la bibliothèque
nationales, les Archives nationales du Québec, puis il disait, quand il parlait en public, il disait toujours mon entreprise, mon entreprise, hein, mon entreprise, mon entreprise, mon entreprise, mes clients. Bon, et ça donne l'impression d'être important. Alors qu'on sait très bien que l'architecte en gouvernance d'entreprise ministérielle, tu sais, c'est juste lui qui détermine qui va avoir la clé de la machine à pinote, là. Et, tu sais, expert qualité en transformation, des affaires comme ça, puis plus personne ne se comprend. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est confié à moi qui avait été stagiaire dans une des délégations du Québec en Europe. Et là, quand il était arrivé, on a dit, bon, toi, on va te mettre en charge des partenariats. Oh, un partenariat, vous êtes impressionné. Donc, il y a un partenariat avec la Suède qui s'en vient, très important, on va se voir telle date. Et puis là, il a compris à un moment donné que le partenariat, c'était juste qu'on mange des petits fours, on sert des louches, puis on s'échange des cartes de visite, puis on inscrit ça dans un registre, un partenariat. Là, vous avez des gens qui se payent de mots. On est à la limite du mensonge institutionnel. Là. Bon, on est dedans carrément. Bon, et cette fois, c'est la gouvernance. Bon, et ça a des incidences sur les esprits. Parce qu'après ça, ça te répercute jusque dans la conception qu'on a de soi-même, hein, et puis comme un agent devant nouer des partenariats pour obtenir les bourses nécessaires au financement de sa formation afin de devenir sur le marché du travail un demandeur d'emploi visant à être la ressource humaine d'une entreprise qui va en tirer une plus-value. On trouve ça tout à fait normal. Bon. Et puis, ça va loin. Et il y a des moments, des moments où ça va trop loin. Puis là, enfin, ça commence à choquer. Il était temps. Vous vous souvenez de Guy Breton? La fameuse phrase sur les cerveaux. Je ne parle pas de Patrick Lelay de TF1, je parle de Guy Breton de l'Université de Montréal. Hein. Il avait dit qu'il vendait du cerveau à l'entreprise. C'est un petit peu comme Patrick Lelay qui disait que TF1, l'équivalent de TVA en France, là, vendait du temps de cerveau disponible à Coca-Cola en aménageant par des émissions débiles le cerveau pour qu'il soit gaga quand la publicité de Coca-Cola arrive, hein, pour que ça lui rentre dans le cortex préfrontal médian. C'est ça le but. Bon. Guy Breton a parlé comme ça de l'Université de Montréal, en disant nous, on est malins parce qu'on fait croire aux étudiants que la marchandise, c'est la formation, c'est le diplôme pour qu'ils payent très, très, très cher. Hein, pour ensuite dire sur le marché du travail, je vais être concurrentiel. Mais en réalité, la marchandise, c'est l'étudiant qu'on vend à l'entreprise parce qu'on forme son cerveau pour qu'il soit conforme aux attentes de l'entreprise et en retour, on demande à l'entreprise de l'argent pour financer les centres de recherche de l'université, et ainsi de suite. Puis c'était à l'époque, ça doit être encore le cas, des représentants de la grande entreprise, des multinationales qui étaient au conseil d'administration de l'université. Et ça, c'est jusqu'à ce qu'un type de Total devienne directeur de l'École polytechnique de Montréal. Bon, et donc, ce qui fait de l'étudiant, Marx n'y aurait même pas pensé, la première marchandise de l'histoire qui paye pour être une marchandise. Bon, donc, il y a... Et donc, c'est ça la gouvernance, c'est que ça nous fait accepter tout et ça fait qu'on liquide complètement, pas juste l'État, parce que l'État, il a déjà été un peu tordu pour devenir un État dit-providence, comme on dit, avec un retour refoulé religieux. Là. Mais c'est l'idée même d'institution publique qui peut exister sous différentes formes. Hein. Qui peut exister sous des formes régionales, sous des formes nationales, sous des formes internationales. On perd de vue, au fond, cette conscience-là. Est-ce que j'ai du temps encore? 10 minutes. Bon, je vais consacrer 5 minutes au développement durable et 5 minutes à l'éthique des affaires parce que ça me semble être des dérivés. Hein. Le développement durable fait partie de ce type de tour de passe-passe hein, qui a renversé d'une manière absolument judocaïque, ça se dit, la critique qui lui était faite. Hein. Pour aller vite, une des premières critiques qui a vraiment porté sur la grande industrie et puis la haute finance au début des années 1970, c'est le fameux rapport Meadows, hein, les limites à la croissance, hein, du Club de Rome, où on faisait de l'entreprise l'objet de la critique en tant qu'elle était responsable, selon différentes modélisations, d'une perturbation grave du climat et d'une atteinte à la biodiversité extrêmement préoccupante. Bon. Et là, ça a commencé à dire, comme le rapport finit à prendre de l'ampleur, puis il y a des films puis des romans qui ont commencé à s'en inspirer, dont le fameux Soylent Green, là, Soleil vert et d'autres. Bon, on a commencé à dire, bon, ben,
il faut quand même pas que cette critique-là se développe trop. Donc là, on a renversé le rapport. On a parlé de développement durable. Ça, on doit ça au fameux rapport à la commission Brundtland, hein, d'une commission qui a la réponse dans sa question, parce que ça s'appelle développement et environnement. Hein, si je me souviens bien, c'est comment faire tenir le développement et l'environnement. C'est que déjà, on postule que c'est possible. Et le développement durable, ça a été une façon de faire participer les entreprises au discours écologiste et surtout d'en faire le sujet. Parce que dès que vous dites développement durable, le durable, c'est l'adjectif. L'adjectif est toujours plus faible que le substantif. Hein, et le développement devient le sujet de l'action écologique et non plus l'objet de la critique. Et par ce tour de passe-passe-là, de faire passer le terme du statut d'objet au statut de sujet, lui a donné une sorte de pouvoir, de puissance. Et là aussi, on s'est retrouvé avec un mot qui a été utilisé comme gouvernance de millions de façons. Ah, Serge Latouche identifie 35 significations au mot, à l'expression développement durable. Bon, et en gros, c'est une façon de... Et là, quand on lit là-dessus, on se dit, mais de quoi vous parlez? Serge Latouche, hein, il cite des gens qui étaient un peu les militants naïfs du développement durable dans ces années-là. C'était des gens bien intentionnés qui pensaient vraiment que l'entreprise allait emboîter le pas et être les écologistes parmi les écologistes. Et il cite quelqu'un qui dit il s'agit d'un développement économiquement efficace, écologiquement soutenable, socialement efficace, démocratiquement fondé, géopolitiquement acceptable, culturellement diversifié. Bref, un merle blanc. Moi, je dis aux gens, si vous êtes pour le développement durable, quand un témoin de Jéhovah sonne à votre porte, vous lui donnez de l'argent. Parce que c'est ça. On vous présente le meilleur des mondes, le paradis sur Terre, tout va bien, il n'y a plus d'aspérité, il n'y a plus de problème, il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus de contraintes. Bon, et c'est une façon de gagner du temps. Puis là, vous avez les entreprises, les premières qui font du développement durable parce qu'elles vont ajouter un filtre, qui font du développement durable parce qu'à un moment donné, ils vont dire un minerai dit recyclable, alors qu'un minerai n'est jamais à 100% recyclable. Et puis, on va présenter la voiture électrique comme du développement durable, tout simplement parce qu'on n'a que le climat comme critère d'appréciation, hein, et plus les nappes phréatiques, et plus, je veux dire, la pollution atmosphérique sur les particules qu'on respire, et qu'on a un cadrage extrêmement serré pour faire de la restriction mentale. On se dit, voilà, si vous avez une voiture à combustion ou une voiture électrique, la voiture électrique pollue moins que la voiture à combustion, mais on ne considère pas ce qu'il a fallu faire pour avoir les voitures. Et on fait comme si elles avaient poussé hors du sol, quoi. Bon, donc, je suis obligé d'aller un petit peu vite, mais surtout, puisque ma compétence première est finalement l'analyse de discours, là, puis la critique hein, des idéologies, je rappellerai que l'expression développement durable est une très mauvaise traduction euphémisante à souhait d'un euphémisme qui est le sustainable development. Et qu'on peut même, si on est rigoureux, on ne devrait jamais parler de développement durable, ne serait-ce que du point de vue de la langue. Commençons par développement. Ce terme-là a une signification spécifique en anglais, soit en français, il ne veut pas tout dire. Et parler du développement en français comme on le fait en anglais, c'est ne pas reconnaître un faux ami. En France, vous voyez, dans les langues, les faux amis, c'est quand des morphologies lexicales se ressemblent, hein, les formes des mots se ressemblent, mais signifient autre chose. En espagnol, par exemple, quand on attend quelqu'un, on dit qu'on espère quelqu'un, mais ça n'a pas le même sens en français. Hein, là, si vous voyez comme ça une hispanophone qui apprend le français, qui dit « Ah oui, j'espère, mon ami », on va dire « Wow, tu l'aimes beaucoup », ou « Tu es inquiet », je ne sais pas. Bon, on voit bien que c'est un faux ami. Il y en a plein de faux amis. Il y en a beaucoup de faux amis, c'est ça. Les anglicismes les plus sournois sont ceux-là. Bon, développement, c'est un faux ami. Hein? To develop, ça ne veut pas dire développer au sens où il y aurait un complément d'objet direct. Et en français, ça ne se peut pas développer une forêt. Ça ne se peut pas développer une filière d'activité, développer une ville. Ça ne se peut pas. Une forêt peut se développer. Un enfant peut se développer. En français, le terme développer a très rigoureusement l'idée de l'enveloppe, de ce qui sort de l'enveloppe. Bon, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se produit sui generis. Une forêt peut se développer, les pousses deviennent des arbres, la faune apparaît, voilà, il y a une activité naturelle. Bon, la forêt se développe. Si Irving arrive, coupe à blanc les forêts avec des abatteuses, ce n'est pas du développement. Bon, ça, il y a un mot pour dire ça. Et ça, c'est dans le Robert, hein, le dictionnaire historique de la langue française, et aussi dans le Robert Collins. Vous avez exactement ce que je vous dis là. Je ne l'ai pas inventé. Il y a un mot pour parler de développement en français, c'est exploitation.
On exploite une forêt, on ne la développe pas. C'est le contraire même. Bon, donc dire développement durable, c'est déjà commettre un anglicisme, puis on préfère cet anglicisme au terme adéquat parce qu'il est euphémisant. On a l'impression de développer, on ne développe rien du tout, hein, coupe à blanc. On vide l'eau de leurs poissons, on contamine les sols, on les érode, on extermine la faune. Il est où le développement? Bon, c'est le contraire, donc c'est de l'exploitation. Bon, sustainable. Sustainable en anglais, déjà, c'est un terme modal. On l'a traduit par durable, qui est un terme temporel. Donc déjà, il n'y a pas une adéquation sur le registre du mot. Sustainable, c'est un mode de persistance. Bon, ce mode-là suppose finalement une résistance. Quand quelque chose est sustainable en anglais, ça veut dire qu'elle persiste malgré tout. Hein, ça tient bon, ça tient le coup. Alors, si on veut le rendre correctement en français, on dirait que ce qu'on appelle le sustainable development, c'est de l'exploitation endurable. Non, moi, je continue d'être contre, mais au moins, on en parle adéquatement. C'est ça, c'est l'exploitation endurable. Et exactement, c'est exactement. Quand vous regardez ce qu'on fait, Bonin-Fressos là-dessus, là, il rappelle que l'ancêtre du sustainable development, de l'exploitation endurable, c'était dans le domaine de la forêt, en Allemagne, au 19e siècle, ce qu'ils appelaient la Nachhaltigkeit. Hein? Et ça, c'était l'idée de la persistance à l'assaut. Hein? Et l'idée, c'était d'assurer un rendement, je cite, un rendement soutenu maximal. Jusqu'où on peut couper les arbres là, pour qu'on ne fasse pas disparaître la forêt. Quelle est la dernière morue qu'on va aller chercher sans mettre à mal toute l'espèce? C'était ça, la Nachhaltigkeit, ça n'avait rien à voir avec l'écologie politique, avec l'écologie tout court. C'est simplement être un petit peu sensé comme capitaliste de dire ben, je ne vais pas totalement scier la branche sur laquelle je suis assis. Bon. Et on y est pris là-dedans parce qu'il y a des gens qui vont clairement penser que le développement durable, la transition énergétique, la géo-ingénierie, le capitalisme vert sont des façons d'être écologistes. C'est simplement de l'habillage. La transition énergétique n'a rien de transition. On est en train d'épuiser les derniers gisements de pétrole. Bon, je vous réfère à celui de Mathieu Ozano. Bon, notamment, puis à sa manière, plus près de nous, il y a des écrits aussi, là, Éric Pinault, par exemple, a touché à ça. Si vous avez en tête là, les gisements de Tintin en Amérique, là, où ça pète, c'est fini, ça. C'est cuve géologique naturelle où on plante une paille industrielle, puis on amortit en 3-4 ans les investissements, puis on en a pour 15 ans de profit pur, là, à peu près 95 de profit sur chaque baril qui se vend combien sur les marchés. C'est fini, ça. Aujourd'hui, ça coûte d'exploiter à flux tendu. Parce que le pétrole, on est désespéré de le trouver. On va le chercher à 3000 mètres sous les eaux au large du Nigeria. On chauffe le sol de l'Alberta pour transformer de la boue en pétrole. On fait exploser des petits cailloux au Colorado en espérant trouver des poches de... on voit bien que pendant que la demande augmente, parce que le Brésil, l'Inde, la Chine, la Russie, et ainsi de suite, là, mais, la Russie pré-conflit, pendant qu'il y a... on voit que les gisements se tarissent. Alors, on développe le gaz. Et puis, on se met à dire, ben là, il va falloir plus d'énergie. On ajoute toujours. On ajoute quoi? On ajoute de l'éolien, du solaire, des batteries pointes, du bois. Et on n'a jamais autant gaspillé, par exemple, le charbon qu'aujourd'hui. Il n'y a pas de transition. C'est un pur mensonge. Là, c'est même plus un habillage, un mensonge de dire de transit, parce qu'on transite, on passe d'un à l'autre. Ce n'est pas une transition énergétique, c'est une addition énergétique. Puis l'addition, c'est au sens aussi de la note qu'il va falloir payer. Là. Maintenant, on va payer le prix de cette addition-là d'énergie. Je ne sais pas si je vais avoir du temps pour parler de l'éthique des affaires, mais ça fait partie de registre. Mais l'éthique des affaires, je veux dire en une phrase, j'ai étudié pas mal aussi les éthiciens des affaires qui nous disent tous aux entreprises, écoutez, l'oracle, l'éthique est bonne pour les affaires. C'est bon pour les affaires, c'est bon parce que vos clients vous apprécient, c'est bon parce que les investisseurs ont honte d'investir chez vous, c'est bon parce que vos employés elles sont fiers. Bon, donc l'éthique est bonne pour les affaires, ça veut dire que vous engagez des gens qui vont vous dire quand est-ce qu'un sujet heurte les sensibilités.
Bon, maintenant, il n'y a éthique que lorsque c'est bon pour les affaires. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, le jour où il n'y a pas cette sensibilité-là parce que le public n'a pas trop fait de ceci, parce qu'il n'y a pas trop eu de levée de bouclier sur cela, ben lâchez-vous. Faites-le. Soyez éthique seulement quand c'est bon pour les affaires, quoi. Et le reste, c'est le reste. Je suis obligé de faire court, c'est ma bande-annonce. Voilà. Je vais encore un petit peu. Ouais. Moi, je trouve ça intéressant. Je ne vais pas retenir les questions s'il y a des questions. Non, mais on peut passer aux questions parce que j'ai pas mal vendu le punch. Mais j'aurais pu passer par Nietzsche, qui montre qu'en fait, contrairement à ce qu'on dit dans la morale et l'éthique des affaires, c'est pas une éthique qui précède qu'on aurait, au fond, adapté aux affaires, parce que très longtemps, l'éthique des affaires, c'était d'être immoral. Parce que être éthique en affaires, c'était de satisfaire l'actionnariat. Parce que l'entreprise existe pour l'actionnariat. Là, je suis tombé sur des textes qui disent ben, un employé qui triche, qui fraude, qui corrompt, qui pratique le trafic d'influence, ben, il est éthique. Parce qu'il est là pour enrichir son entreprise, quoi. Bon, et puis je suis même tombé, je trouvais ça assez drôle sur. Je suis parti dans un texte que j'ai terminé, hein, sur Eugen Thielke, qui est un parfait inconnu, qui était un des militaires nazis, c'est un peu glauque, là, un des militaires nazis dans les années 40, qui a profité de la détresse des Juifs au camp de Varsovie, enfin, au ghetto de Varsovie. Et évidemment, démunis comme ils étaient, assoiffés, affamés comme ils étaient, ils donnaient des montres en or pour avoir un bout de pain. Là, donc, lui, il a profité de ça, puis il a eu à en répondre après la guerre. Puis il a dit, non, moi, je ne suis pas un bourreau nazi, là. Je ne suis pas quelqu'un comme ça qui voulait exploiter les Juifs. J'ai seulement le sens des affaires. Bon, puis il avait voulu comme un peu se sauver de ça en disant, ben, avoir le sens des affaires, ça veut dire qu'au fond, la morale des affaires, c'est que pour avoir une pièce, tu as le droit de tout faire. Et dès qu'il manque une pièce au bout, c'est correct. Bon, puis là, on montre comment, enfin, longtemps, la morale a été ça dans le monde des affaires. Puis l'éthique des affaires, ça a été une façon finalement, de faire un peu de marketing autour de ça. Puis dire, non, les gens d'affaires sont des gens bien, finalement. Oh, merci, Brian Mulroney. C'est des gens généreux, c'est des gens ainsi de suite. Bon, et donc ils ont le cœur sur la main, puis vous voyez, leurs entreprises ont la responsabilité. Bon, parce que ça le faisait plus. Il y a Nietzsche entre les deux qui montre qu'en fait, la morale relève beaucoup des mondes des affaires, parce que dans le monde des affaires, notamment dans l'usure, c'est-à-dire les prêts avec intérêt, on a commencé à un moment donné à développer une sorte de morale au sens où pour gager le prêt que quelqu'un faisait, il était prêt à s'humilier. Hein, c'est ce que Nietzsche raconte. Hein, et au fond, la morale, c'était que si tu ne remboursais pas ta dette, hein, il fallait que tu, au fond, te rachètes en t'humiliant devant ton créancier. Bon, et je suis obligé d'aller un peu vite, puis c'est un peu difficile à l'oral comme ça d'expliquer la finesse de ce texte-là, mais c'est dans la généalogie de la morale. Là, je vais user de ce texte-là probablement dans mon 6e opuscule là, de ma série sur les économies, l'économie politique. Donc, c'est la bande-annonce de mon dernier opuscule de physique. Merci. On a quand même pas mal de temps pour une période de questions. Je demanderais juste, étant donné que bon, le micro n'est pas si fort que ça, je demanderais juste de parler le plus fort possible là, pour qu'on m'entende quand même pour les personnes qui sont en ligne. Et aussi de peut-être juste pas prendre 5 minutes pour poser vos questions. Ça serait apprécié. Alors, on a des applaudissements virtuels également que je transmets. Je veux briser la glace. Merci beaucoup pour la présentation. Le résumé, moi, c'est que je suis politiquement d'accord, mais pas sûr, dubitatif sur le mécanisme de la force du discours. Pourquoi je dis ça? Parce que, effectivement, vous expliquez très bien la transformation de l'État en entreprise, l'obéissance de soi-même. En gros, comment le vocabulaire a transformé la logique de l'État, des universités, des ONG. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le même temps, dans les années 80-90, on voyait aussi tout le vocabulaire de l'engagement, du sens, du dévouement, du projet, envahir le monde de l'entreprise, tout ce qui est documenté sur le nouvel esprit du capitalisme, comment il a été régénéré par la critique artiste, ou aujourd'hui le vocabulaire de la disruption, de la révolution qui devient un langage managérial.
l'expérience, le désir au niveau du consommateur. Alors, ma réflexion, c'est ça, c'est au niveau de la force même du mot, parce que vous dites un mot est plus fort que nous aspire et nous projette, nous ne disposons pas d'un mot, il dispose de nous. Mais on dirait que ça marche dans un sens, mais pas dans l'autre, malheureusement pour nous. C'est-à-dire que d'un côté, le mot du management, il écrase la logique de l'État ou de l'ONG, mais les mots du militantisme, de la culture, quand ils sont réappropriés par l'entreprise, ben, ils ne plient pas l'entreprise dans le sens. Alors comment, si c'est juste la force même du mot, c'est pas de chance pour nous, pourquoi ça marche dans un sens, c'est pas dans un autre? Puis juste le petit bonus, c'est vous disiez, on ne peut pas devenir pacifiste dans l'armée, on peut pas, mais en même temps, les guerres sont pleines de pacifistes qui sont devenus puissamment dans l'armée, puis le Québec, militant des années 70, datés, qui sont passés par les jésuites. Mais ça, c'est fou. Mais voilà, donc sur la logique propre du mot qui plie un univers. Oui, ben c'est vrai qu'il y a des conjonctures qui peuvent vont faire d'institutions qui deviennent des repoussoirs, mais je trouve souvent, je vais juste parler du bonus, là, je suis souvent dubitatif devant l'espèce de confiance que peuvent avoir certaines et certains de changer les choses de l'intérieur. Disons qu'il peut y avoir une mise en garde pertinente à cet égard, même si effectivement, oui, il arrive, on peut être dégoûté du droit en allant étudier en droit, puis dégoûté de la finance en allant à la finance, parce qu'il y a des effets de repoussoir. Mais dans ce temps-là, on s'en va. C'est rare que de l'intérieur, on va changer l'armée, c'est rare que de l'intérieur, on va changer le capital, et c'est ce qui fait qu'on s'en va, quoi. Puis le système, d'ailleurs, rejette les gens qui ne veulent pas rester. Duncan Kennedy, en droit, l'a bien montré. Mais du reste, oui, j'apprécie la remarque dans le sens où moi, je parle de ce qui relève de mon travail, mais je ne fétichise pas mon travail. Je ne pense pas que tout est dans les mots, que les mots dominent tout, que le choix d'un mot va transformer le monde, mais je pense que ce serait une erreur d'exclure la donnée sémantique dans l'organisation du pouvoir. Il y a énormément d'énergie et de moyens qui sont déployés aujourd'hui pour faire penser les gens d'une certaine façon. Hein, le nombre de multimilliardaires qui achètent à perte des médias pour avoir un contrôle sur le discours public. Hein, ça commence ici avec les Desmarais, puis Pelado, puis en France avec Bolloré et compagnie. On voit l'importance qu'ont les médias pour des gens qui veulent façonner au fond l'opinion. Et ce qu'on sait, c'est que le lobbying aujourd'hui, ou le lobbyisme, si on veut bien le penser, il faut arrêter de croire qu'il s'intéresse strictement aux décideurs, à la décideur public. Hein, la personne qui décide ou aux fonctionnaires s'intéresse au public. Hein, les firmes de lobbying aujourd'hui font du lobby auprès du public. Enfin, il faut créer une sorte de climat favorable à l'acceptation d'un projet. Bon, et c'est un échec que de devoir mettre sous pression un État quand tout d'un coup il y a une résistance à un projet de loi. Mettons, normalement, il faut que ça passe comme lettre à la poste. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment les mots contribuent à un état de fait sans que la question du capital, par exemple, soit évincée. Maintenant, moi, je ne suis pas sûr que, effectivement, toutes ces théories sur le management issues de mai 68 soient très significatives. Je pense qu'on comprend très mal mai 68, c'est-à-dire qu'on le réduit à une affaire sociétale, une affaire au fond pulsionnelle, en évinçant complètement le marxisme, qui est extrêmement présent. Je trouve ça plus intéressant de dire Daniel Ben Saïd sur mai 68 que ces gens qui reconnaissent mai 68 dans un nouveau management. Là, mais en même temps, pourquoi pas à la marge? Pourquoi pas à la marge? Peut-être qu'effectivement, il travaillait dans une boîte aujourd'hui avec ces notions-là qui ont pu pénétrer, fait en sorte qu'il y a des choses qui sont possibles dans les relations de travail, dans la psychologie du travail, ce qui n'empêche pas les burn-out, hein, mais qui est son pesant et que l'entreprise est finalement admis, c'est-à-dire c'est un consentement, c'est une sorte de compromis, quoi. Il se peut que tout d'un coup, le management a vu aussi l'intérêt qu'il avait lui-même à rendre les gens joyeux, puis participatifs, puis en faire des collaborateurs plutôt que des employés, puis à feindre l'horizontalité, quoi. Bon, mais on sent bien quand c'est le management qui s'empare d'un vocabulaire à l'origine critique, qu'il le formate, qu'il l'adapte, hein, et qu'il le fait surtout passer soit par la moulinette du management, de la psychologie du travail d'une part, ou par la moulinette du marketing de l'autre. Et vous avez ensuite Lockheed Martin, qui est le plus grand vendeur d'armes, qui fait suivre
à ses employés des formations de type sociétal où les cadres doivent abjurer leur patriarcat essentiel pour épouser au fond un féminisme radical. Hein, parce qu'il vaut mieux que ce soit finalement une Sénégalaise qui vende des armes à Israël plutôt qu'un type qui ressemble à Sylvester Stallone. Bon, mais au bout des courses, le processus est le même. Vous évoquiez. Merci de votre intervention, c'est très intéressant. J'ai aimé la façon que vous avez de faire la généalogie un peu du terme gouvernance. Et moi, je voulais vous poser une question à propos de ce mot qui, moi, me semble être le mot d'un projet et qui est quelque chose qui a été remis au goût du jour. Alors, qui m'a rendu un peu sceptique quand je l'ai trouvé, c'est le colloque Lippmann. C'est-à-dire l'idée qu'en fait, cette colonisation par l'État, enfin, du marché, des termes qui sont liés au marché de l'État, et c'est-à-dire l'asservissement de l'État comme système qui serait dans un grand projet, des libéraux, des têtes pensantes libérales qui se seraient réunis à Paris dans les années 30 pour se dire maintenant ça suffit, le fascisme domine, il faut reprendre le contrôle. Je trouve aussi que c'est aussi le mot de ce projet-là, la gouvernance. C'est aussi une forme d'incarnation de ce projet-là. Même si on peut être sceptique sur le réalisme de cette idée, quand même, bon, que Foucault a évoqué dans son biopolitique, au Collège de France, mais qui a été remis au bout du jour ces derniers temps. Je ne sais pas quel est le crédit qui est accordé, notamment au Canada, en Amérique du Nord, à cette idée qu'en fait, il y aurait eu une sorte de... Ces gens se seraient réunis et puis auraient décidé de dominer le monde et que le libéralisme le contrôle, y compris en passant par l'État. Ouais. Je sais pas si ça... Ben, ces schémas explicatifs-là me sont un peu étrangers, là, mais je vous écoute. Moi, sur la résistance au nazisme, j'ai plus en tête le travail d'Edward Bernays, c'est-à-dire on va dicter aux gens ce qu'ils décident, mais on va leur laisser l'impression que ça vient d'eux. Ça a été plutôt ça, le projet pacifiant de l'oligarchie américaine, quoi. C'est-à-dire ce qu'on a appelé la propagande, puis est devenu le marketing, puis les relations publiques. Bon, c'est-à-dire, voilà, on sait comment on peut accéder à des mécanismes de décision dans les collectivités, et puis on va en user. Et puis on va éventuellement, dans un deuxième temps, appeler ça de la gouvernance. Puis on va dire, voilà, participer à un grand projet. Bon, parce que sur la question des officines, puis des clubs, puis des lieux de pouvoir, ainsi de suite, moi, j'ai plutôt le parti pris que, là, on parle d'un autre travail, là, mais dans mon travail sur la multinationale comme objet de pouvoir, là, comme sujet de pouvoir, multinationale comme objet d'étude, il m'a semblé plus juste, mais dans un autre ordre d'idée peut-être, je ne suis pas dans les mêmes réflexions que vous, mais de dire que le pouvoir aujourd'hui des multinationales dont le pouvoir, donc le champ d'action excède le territoire sur lequel les États ont des prérogatives. Là. C'est cette espèce de déploiement de force qui n'a pas de contre-pouvoir, puisque aucune législation ne peut résister à cette échelle-là sur l'ensemble de l'œuvre, consiste moins à décider, consiste moins à programmer, consiste moins à orchestrer qu'à se donner suffisamment de levier pour profiter de toute conjoncture. Hein? Et je n'ai pas l'impression aujourd'hui que ExxonMobil, Total, les grandes banques, Monsanto, Disney essaient de contrôler l'évolution du monde, de décider où ira le monde. Mais bien sûr qu'il y a un poids qui est observable dans le lobbying et des décisions publiques, par-ci, par-là. Mais globalement, il s'agit d'avoir tellement de leviers que quoi qu'il advienne, on peut en tirer profit. Hein, s'il y a une crise sanitaire, on peut en tirer profit. C'est comme l'aiguilleur de son qui a sa console avec les touches. Hein, si les cours sont bas, on peut en profiter parce qu'on est partout dans la chaîne de production. Si les cours sont élevés, on peut en profiter aussi. Bon, il y a peut-être des conjonctures qui sont plus favorables que d'autres. Hein, je ne dis pas qu'elles sont toutes égales, mais ce n'est pas pour rien que ces entreprises-là sont les seules à s'être enrichies pendant la crise sanitaire. C'est parce qu'elles savaient jouer de plusieurs leviers. Même chose avec l'évolution des cours. Donc, je pense que en tout cas, aujourd'hui, ces entreprises-là n'ont pas de projet de société et le terme gouvernance leur sied très bien parce qu'il renvoie à rien. Il renvoie juste à une sorte d'impression que ça pense
alors que ça ne pense pas du tout. On a une question en ligne. Est-ce qu'il est possible de subvertir le terme gouvernance en le référant à d'autres valeurs, par exemple des valeurs morales et mode relationnel de l'action communautaire? Ben oui, mais bien sûr, mais ça va juste être la 48e définition du monde, c'est qu'il ne veut rien dire. Donc, on peut lui faire dire que c'est un monde dans lequel on va tous être des bisounours, ça peut vouloir dire que c'est un monde dans lequel il va y avoir des contraintes publiques, ça peut tout vouloir dire. C'est un mot qui n'a pas de mémoire, donc on peut lui faire dire ce qu'on veut, mais on va lui faire dire ce qu'on veut dans notre coin. Alors, on va dire la meilleure chose qu'on peut faire avec ce mot-là, c'est de le liquider, puis de l'oublier, puis revenir à un vocabulaire qui a un peu d'histoire, quoi, bon, avec un minimum de philologie. Oui, oui, oui. Est-ce qu'on peut voir derrière l'omniprésence de la gouvernance dans toutes sortes de domaines une conséquence de la polarisation politique, c'est-à-dire les gens non seulement sont en deux camps, mais chaque camp est comme fragmenté. Bon, c'est les gauches, les droites. Et les gens n'ont plus de base commune, donc on met en place un objet neutre au milieu de tout le monde auquel on peut pas se référer. Ben, disons je comprends votre réflexion, puis elle est sensée, mais je la considère quand même anachronique dans le sens où le mot gouvernance est apparu avant ces polarisations-là. Il s'agissait. Et puis, je ne pense pas là non plus qu'il y avait un complot, là, mais très clairement, ce mot-là s'est développé dans le domaine de l'entreprise. Il y a des gens de l'entreprise qui sont allés dans l'appareil d'État, au Royaume-Uni d'abord, aux États-Unis ensuite, et dans le Canada de Brian Mulroney par après. Bon, et là, ensuite, on s'est retrouvés en fait, avec des gens qui avaient un discours managérial et qui se sont mis à parler la langue de l'entreprise dans l'État. Puis ça s'est peut-être fait sans trop que quelqu'un en ait le dessein machiavélique, là. Non, mais ça a fini par s'imposer et à faire l'affaire finalement de tous ces membres de l'oligarchie. Ce serait comme ça que j'imaginerais. Oui, ça fait le lien avec ça, mais d'abord, merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est une question intéressante, mais justement, je me demandais si on pouvait parler d'une idéologie de gestionnaire, par exemple, ou managériale, ou s'il y avait une idéologie, parce que vous avez dit que c'est une idéologie qui n'en est pas vraiment une. Donc, je me demandais, est-ce qu'on pourrait qualifier ça d'une idéologie, ou est-ce que c'est un peu une conséquence ou un symptôme d'une autre idéologie, peut-être plus. Mais en fait, il y a comme 3 bouquins qui cherchent à cerner de 3 façons différentes un même problème, hein. C'est gouvernance, la métiocratie, puis politique d'extrême centre. Et au fond, la gouvernance, c'est un peu la théorie. Bon, l'extrême centre, c'est la politique, puis la médiocratie, c'est la modalité. Bon, la modalité plus sociale. Bon. Et pour répondre à votre question, je passerai plutôt par la question politique et l'extrême centre, qui est le pendant politique de la gouvernance, qui est une sorte de théorie très générale là, sur l'administration des structures, qui est générale parce que c'est généralisé outrancièrement. La politique de l'extrême centre, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas placer le curseur quelque part sur l'axe gauche-droite, c'est supprimer l'axe gauche-droite au nom d'une position qu'on présente abusivement comme étant centriste, parce qu'elle est centriste strictement d'une manière autonominale, bon, sur un mode extrémiste, c'est-à-dire en étant intolérant à tout ce qui n'est pas ça. Bon. Et du coup, on peut naturaliser cette position-là comme étant la seule possible. Hein? Donc là, vous aurez des gens qui ont le pouvoir de distribuer des épithètes. Hein? Les bonnes pour eux, les mauvaises pour ceux qui sont ailleurs. Hein? Donc, quand on est du bon côté des choses, parce qu'on pense comme le pouvoir, il n'y avait pas à un moment donné en France un président normal. Bon, on est normal, on est raisonnable, on est rationnel, on est responsable, hein? On est courageux. On a supprimé les aides sociales des femmes. On est courageux. Là, il fallait faire des économies dans le budget. Bon, ainsi de suite. Et les autres sont furieux, paranoïaques, excités, excentriques. Voilà. Et au fond, ce qui est en jeu là, c'est de radier, au fond, de supprimer des consciences. L'idéologie qui est en cause, c'est-à-dire le capitalisme marchand sur un mode financier qui, lui, n'a plus à se nommer. N'a plus à se défendre parce qu'il est au fond, c'est ça à quoi, au fond, c'est ça à quoi on n'a plus à se référer. Et la gouvernance, au fond, fonctionne un petit peu comme ça.
au sens où elle est, elle aussi, une façon de supprimer la politique. Parce que qu'est-ce que c'est que la gouvernance dans son fonctionnement? C'est une promotion accordée à la gestion, à savoir que la gestion n'est plus au service d'une politique, elle se hisse au rang de la politique. Jadis, on pensait la gestion comme une affaire un peu comme ça fonctionnelle au service de quelque chose. Vous aviez un pouvoir socialiste, vous aviez un pouvoir communiste, vous aviez un pouvoir libéral, vous aviez un pouvoir fasciste, vous aviez un pouvoir je ne sais de quelle tendance qui induisait une gestion spécifique de l'éducation, de la culture, des frontières, de la police, ainsi de suite. Bon, la gestion était au service d'une politique, mais il fallait la nommer. Mais là, la gouvernance, qu'est-ce que c'est? C'est la gestion ici au rang de la politique qui se substitue à elle, qui fait comme si, au fond, il n'y avait qu'une seule façon de gérer. Et ça, au nom de quoi on gère, se trouve oblitéré comme si c'était dans la nature même des choses. Et c'est pour ça que dans des élections, parfois, il y a cette horrible métaphore qui se trouve colportée, à savoir que les électrices et les électeurs seraient en fait membres d'un grand comité d'embauche. Et on aurait les taouins qui passent les uns après les autres pour prétendre à la fonction, qui, eux, ne seraient que interchangeables, finalement. Ce qu'on veut, c'est la meilleure personne pour faire la job. Parce qu'il n'y en a qu'une. Bon, et la gouvernance, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on cherche la meilleure personne pour faire la job. Et dans une campagne électorale, ils vont très peu parler d'idées. Ils vont surtout parler de leurs compétences. Voilà, Legault a carburé là-dessus. C'est un comptable. Et bon c'est... Je connais bien par des fiscaux aussi. Merci beaucoup pour votre travail et votre partage. J'aurais une question sur les lieux de savoir et le rôle des lieux de savoir dans à la fois la diffusion, mais aussi la critique ou le renversement de ce terme-là. Une part de l'homogamie des élites, notamment celles qui ont fait du pantouflage, passer de l'État au privé d'État, passe par des grandes écoles, des Ivy League, des hautes écoles de commerce, qui participent à diffuser et à ancrer ces raisonnements-là. Juste savoir ce que vous en penseriez du rôle de démocratiquement peut-être qu'il y aura à jouer par rapport à ces lieux de l'homogenisation. Il y a parfois des pages de livres qui nous renversent. On lit une page et on n'en revient pas au sens vraiment fort du terme où on ne peut plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne peut plus revenir à l'état qui était le sien avant de se mesurer à cette page. Et en ce qui me regarde, c'est un paragraphe de Chris Hedges dans, je pense, c'est chez Lux Éditeur, là, la Société de l'illusion, quelque chose avec l'illusion, là, j'ai oublié. C'est un livre sur le savoir, un chapitre sur le savoir. Et Hedges commence simplement en disant « Nommez quelques problèmes graves dans la société contemporaine, quel qu'il soit, un conflit géopolitique, un problème de contamination, un problème d'aliénation des enfants, vous aurez toujours parmi les responsables des universités. » Et ça, j'ai jamais pu m'enlever ça de la tête. Et au fond, le problème de l'université, c'est qu'elle n'a jamais été autonome. Elle a toujours eu un pouvoir de tutelle. Ça a été l'Église, ça a été l'État, et aujourd'hui, c'est le capital, clairement. Et l'État se comporte, quant à elle, comme un service rendu au capital. Bon, je reviens à mon Guy Breton tout à l'heure. Bon. Selon Bill Readings, qui est regretté professeur de littérature comparée de l'Université de Montréal, qui avait beaucoup pensé à l'université, notamment son livre « Les ruines de l'université », le moment où l'État libéral était le pouvoir de tutelle, et qu'il disait en gros aux universitaires, mais ne soyons pas ni naïfs, ni nostalgiques, ni idéalistes, mais quand même tendanciellement, faites ce que vous voulez. Vous, votre rôle, c'est de produire des idées, de produire des recherches, faites à peu près ce que vous voulez. Puis, il n'y a pas beaucoup d'argent pour vous, donc entretuez-vous pour savoir qui aura les postes. Mais une fois que des gens ont des postes, faites ce que vous voulez, puis on verra bien en quoi ça sert la société. Ça, c'était comme le moment peut-être le plus réaliste, là, le plus satisfaisant. Mais, je veux dire, ne nous le cachons pas. Pour les entreprises aujourd'hui, les universités sont devenues des pôles de recherche et développement subventionnés par l'État. Avec, par exemple, des doctorants qui ont des bourses
qui suppose une clause de confidentialité. On ne peut pas assister à la soutenance parce que les résultats appartiennent déjà à l'entreprise qui a financé la bourse, avec des professeurs qui ont parfois le nom de l'entreprise jusque dans leur titre. Ils sont un peu comme des coureurs au Tour de France avec les logos, là. Bon, et puis, je veux dire, des centres de recherche, des départements entiers qui sont tellement financés par ceux qui se présentent comme les employeurs qu'on peut vraiment parler d'une intégration. Bon, et moi, je suis pour ce que proposaient déjà des gens comme Gilles Deleuze ou Jean-Luc Nancy en France. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on scinde cette institution-là en deux, puis qu'on dise, OK, le gros morceau va aller à un pôle idéologique, hein, que l'État le finance ou pas, ça va s'appeler, mettons, des centres d'études techniques, peu importe, là, parce que moi, je vois de moins en moins ce qui distingue la filière technique des cégeps et bien des programmes universitaires, si ce n'est que ça s'appelle université, puis ça coûte plus cher. Mais je veux dire, il y a la recherche fondamentale, là. Bon, qu'on laisse la technique à des institutions techniques, qu'il y ait par ailleurs une institution un peu pauvre, marginale, vieillotte, qui s'intéresse aux humanités à l'ancienne, en finançant un petit peu les esprits perdus qui voudraient encore lire Baudelaire, là, bon, qu'ils soient là, quitte à faire des collaborations. Tu sais, les étudiants d'un camp pourraient de temps en temps aller dans l'autre et inversement. Parce que ceux qui s'intéressent à la littérature pourraient aller suivre un cours d'édition, ainsi de suite, ça pourrait penser. Mais qu'on sépare les deux parce que là, il y a une contamination totale, là, où, et puis moi, je t'ai rendu que à l'université, on me demande c'est quoi mon plan d'affaires. Puis, je veux dire, on me demande quand est-ce que je vais avoir ma subvention sans même se demander, je veux dire, si j'en veux une, puis si elle peut m'être utile, si c'est nécessaire. Moi, j'ai besoin de temps, je n'ai pas besoin de dire faire. Mais bon, on voit bien qu'on rentre dans un processus managérial qui corrompt l'université. Dès qu'il y a beaucoup d'argent, il y a corruption, c'est pas dans l'institution judiciaire, c'est vrai, à l'université. Deux dernières questions. Vous pouvez les deux votre. C'est moi, là? Attends, non. Ah, pardon. Ça va être rapide. Oui, je me disais, vous disiez que les mots disposent de nous, ce que je trouve tout à fait juste, et qu'on avait la liberté du choix des mots. Mais je me demande jusqu'à quel point on est libre du choix des mots. Ben, non, on n'est pas absolument. La liberté, de toute façon, ça m'ennuie. Je veux dire, c'est un mot. Oui, c'est un mot, oui, tout à fait. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même, je veux dire, un certain scrupule qu'on peut avoir. Il y a quand même une marge. Je veux dire, c'est simplement un rappel de modestie, là, de savoir que d'abord, les mots nous contaminent, nous affectent, nous influencent, nous tirent, nous aspirent, bon, et que, cela dit, si on lit Herbert Marcuse, ben, on va en sortir autrement que si on lit un livre de théorie sur le management, quoi. Bon, et puis, si on lit un livre de théorie sur le management, c'est peut-être une bonne idée d'avoir lu Marcuse avant. Bon, ça peut nous armer. Parce que sinon, on va rentrer là, vous êtes tout à fait vulnérable, et on va en sortir avec un paquet de lieux communs en tête qui vont nous coloniser, quoi. Bon, ça va être difficile. C'est difficile de se battre contre un langage idéologique quand on n'a pas déjà une sorte de système immunitaire. Ouais, c'est ça. Non, mais on peut. C'est quand même un démontage méthodique de la langue, des effets auto-performatifs qui n'accomplissent rien, qui neutralisent toute critique à leur endroit. C'est pour ça que, par exemple, je m'intéresse surtout ces années-ci à la notion d'économie, et je tiens à faire en sorte qu'on cesse de rabattre tous les usages dans l'histoire du mot économique, un terme polysémique, au seul usage des sciences de l'intendance qui se sont abusivement appelées l'économie. Dernière intervention. Pour poursuivre votre raisonnement, aujourd'hui, on peut considérer qu'on vit dans une période d'émergence d'un libéralisme autoritaire, donc une espèce de complicité entre capitalisme débridé et puis conservatisme de droit fort. Est-ce que vous estimez, là, dans votre raisonnement, que c'est la continuité de cette complicité entre l'extrême centre et gouvernance, là, que finalement ça a permis l'accouchement dans les marges de cette complicité-là, qu'on voit concrètement, vous parliez Bolloré, que le capitalisme est au service des conservatismes radicaux de droite. J'aime beaucoup la question. Elle exige une sorte de précision. C'est que, à mon sens, je ne suis pas allé jusque-là, mais le projet d'extrême centre a échoué. C'était le projet d'Alain May. C'était le projet de tous ces gens-là, hein, qui voulaient, en quelque sorte, penser une sorte d'alternance de pure forme
pour que des gens de bien se trouvent en fait en quelque sorte, présenter une vision souriante de la violence des pouvoirs. Bon, tu dis qu'on avait comme ça une façon comme ça gentille de présenter. Et au fond, il s'est produit une nouvelle alternance qui a lieu aujourd'hui entre l'extrême centre et l'extrême droite. Et là, il y a des gens, là, je parle en attribuant les mots aux autres, c'est pas moi qui parle, mais il y a des gens couillus, forts en gueule, comme ça, qui sont arrivés, puis qui ont dit non, nous, l'État, on va arrêter de faire semblant qu'il doit être feutré puis gentil. Hein, il va être franc, puis il va frapper en assumant ce qu'il est. Puis voilà, la violence, on va l'assumer. Donc, on a le choix entre des gens qui assument la violence ou des gens qui la dissimulent. Mais la violence, elle est là tout autant. Je veux dire, à part sur des enjeux marginaux. J'ai été très choqué quand Justin Trudeau est arrivé au pouvoir avec son gouvernement, alors que s'organisait ici le Forum social mondial à Montréal, de voir tous ces gens du Sud qui n'ont jamais pu avoir leur visa. Le passeport, c'était pas l'extrême droite, ça aurait été Harper ou Poilievre maintenant, on aurait crié à la censure, à l'idéologie, mais comme c'était Trudeau, c'était correct qu'Aminata Traoré, qui a été ministre de la Culture au Mali, ne puisse pas rentrer ici. Explicitement, on lui disait parce qu'on n'aimait pas ses motifs politiques. Non, c'était pour des raisons politiques qu'on ne l'acceptait pas. Ça, c'était le bon petit Justin. Bon, donc, on voit bien qu'au fond, il y a eu comme une sorte de nouvelle dichotomie, une nouvelle sorte d'alternance entre un pouvoir feutré mais dur et un pouvoir dur mais non feutré. Donc, choisissez. Il y avait peut-être une question à Marie. Je ne sais pas si vous avez réagir sur à quel point on est menotté par la langue, les langages. Je travaille dans le milieu philanthropique, très, très proche des gens qui sont très terrain, en train d'essayer de faire les choses. Et ils doivent rentrer complètement dans le langage, dans les demandes de gouvernance précisément. Et ça les menote énormément dans leur capacité d'action, dans leur capacité de financement. On est stoppé à la base même. Et moi, si j'avais une micro-question, c'est justement dans la pénétration des mots. On parle aujourd'hui de gouvernance au féminin, on en est fiers. Comme si ça poursuit la lutte féministe pour dire oui, gouvernance avec tous ces fleurs et tous les attributs. Ça va très, très loin. Ça va très, très loin. Fait que je veux vous remercier de mettre ça en perspective parce que moi, je mesure à quel point vous me notez jusqu'à la base dans le service public qui est aujourd'hui notre tissu social qui devrait être, comment on appelle, le filet social qui est servi par le communautaire. Si je peux me permettre très rapidement une confidence, moi, en tout cas, un mot de la fin, là, plus vraiment axé sur ce que vous ciblez. J'ai un respect et une admiration inouïe pour celles et ceux que j'appelle les héros de l'ombre. Les gens qui tirent, parce que moi ici, je suis là, je brille, je fais mes bouquins, ainsi de suite, mais il y en a, je veux dire, qui souffrent dans leur milieu. Il n'y a jamais personne qui va leur donner une médaille. Ils sont ostracisés, ils sont marginalisés dans leur lieu professionnel parce qu'à un moment donné, ils refusent de pactiser avec des mots. Ils disent non, je ne vais pas dire que ces gens sont des clients. Non, ce n'est pas vrai que je vais vendre des médicaments à des malades imaginaires. Non, ce n'est pas vrai que je vais être médiocre. Alors, moi, je ne serai pas médiocre, mais parce qu'ils font ça, ils vivent une violence réelle, de l'intimidation et du harcèlement, et ils ne tireront jamais une seconde de gloire de leur résistance. Et moi, je les admire. Merci.